Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission spéciale consacrée au MOOC développé par l'Université de Liège. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons faire un détour par la faculté de Jean Blou. Pour rappel, l'Université de Liège ne se limite pas au campus du Sartillement et du Vintou. Avec la professeure Aurore Richel, on va revenir sur le MOOC biomasse. On va essayer de définir ce mot et de découvrir certains concepts comme la chimie verte et remettre en contexte les avancées des recherches par rapport aux enjeux écologiques. Autour de notre table, nous recevrons également Éric Aubruge, professeur ordinaire à la faculté des sciences agronomiques. Il est entomologiste, c'est-à-dire qu'il étudie les insectes. Il est également à la base du développement des MOOC à l'ULiège. Nous reviendrons avec lui sur cette initiative. Seront également présents deux doctorants, Maroua Kamoun. Ses recherches portent sur l'extraction des molécules actives à partir des biomasses issues des pays méditerranéens pour les valoriser dans le secteur cosmétique et matériaux. Et enfin Thibaut Istas qui étudie la synthèse de plastique à partir de végétaux. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, une première question pour vous, Éric Aubruge. Est-ce que vous pouvez un peu retracer et expliquer pourquoi l'université a investi dans les MOOC il y a de ça quelques années maintenant? Tout est né en fait d'une discussion que j'ai eue avec Jeff Van de Poel qui s'occupait à ce moment-là de tout le développement du numérique avec un petit team dans l'université. Parce que j'avais détecté sur Internet pas mal d'activités au niveau des universités autour de ces MOOC. Et c'était même en discussion l'intérêt, pas l'intérêt de faire ce genre de choses. Et en discutant avec lui, je m'étais rendu compte que c'était quand même une possibilité pour nos professeurs, nos académiques, nos chercheurs, de pouvoir, d'une part, faire connaître à l'extérieur de leur université leur domaine d'expertise et de compétences sur des sujets qui sont bien ciblés, mais aussi, grâce à ça, de pouvoir réutiliser une fois qu'il était fait les outils et tout ce qui avait été conçu dans le MOOC pour leur propre cours, pour l'université. Donc c'était une manière un peu d'inciter les professeurs, les académiques, les scientifiques à renouveler un peu leurs outils pédagogiques à destination de nos étudiants. Donc ça, c'était la première, disons, la première réflexion qu'on a eue ensemble dans l'initiative des MOOC. Et pourquoi pour une université comme l'ULiège, c'est important d'avoir investi dans les MOOC? Est-ce que c'est un passage obligatoire pour les universités dans le futur? Il n'y a pas de passage obligatoire, il y a des choix. Les MOOC en sont un, mais les MOOC, c'est un phénomène qui sera certainement passager parce qu'on va encore évoluer. Rentrer dans cette dynamique, c'est rentrer dans un processus où on peut faire évoluer tous les outils et surtout en lien avec le numérique qui est présent partout, qui est présent dans notre société. On est une université avec des sites qui sont délocalisés, qui se trouvent à 60, 80 km. Donc il faut réfléchir aussi à tous ces problèmes environnementaux de déplacement. Si on a des outils pédagogiques qui nous permettent d'interagir à distance, c'est encore mieux. Donc il y a toutes ces réflexions qui s'engrangent avec ce type de développement et de recherche que nous faisons dans ce secteur-là. Et je remercie d'ailleurs tous les professeurs d'avoir joué le jeu parce que je suis heureux du reste que le développement ait pris une telle ampleur dans notre université. Oui, c'est vrai, parce qu'à la base, je pense qu'on est parti avec un projet pilote de 3 MOOC qui s'est largement développé, puisqu'aujourd'hui, on va atteindre une vingtaine de MOOC. Oui, réalisés. Et puis, il y a tous les projets qui sont derrière, qui sont à plus de 40, 50. Et il faudra peut-être essayer de trouver d'autres moyens pour pouvoir amplifier le mouvement. Mais je pense que la dynamique est née, c'est vrai, de 2-3 projets. Et puis, ça a grossi. Ça a montré l'intérêt. Je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que c'est vraiment un outil pour les académiques pour essayer de réinsérer ces différentes créations qui sont faites, parce que ce sont des créations quand même. Il y a à la fois de la science, il y a de la technologie, et puis il faut construire une histoire autour de cette expertise, de réinsuffler tout ce qui est conçu dans leurs cours pour pouvoir vraiment répondre parfois à l'attente des étudiants qui attendent autre chose qu'un cours dans un auditoire. Oui, donc finalement, c'est un enseignement qui doit s'adapter aussi au monde d'aujourd'hui. Tout à fait, c'est la dynamique en fait. C'est un enseignement et une pédagogie dynamique qu'on doit. Et le MOOC est un outil, il y aura certainement d'autres outils. On parle de webinars, on parle de SPOC, on parle plein d'autres choses
qui commencent à arriver. Et le fait d'avoir lancé la machine, comme on est en train de le faire, ça nous permet justement de mieux nous adapter, de mieux proposer des dispositifs aux étudiants et aux académiques. Merci. Alors aujourd'hui en particulier, on va revenir sur le MOOC de biomasse avec vous, Aurore Richel. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi vous êtes investi dans un tel projet ? Alors ici, le MOOC, en fait, il traite de la biomasse. Donc en fait, c'est la science qui vise à convertir le végétal en remplacement ou en substitut aux ressources fossiles traditionnelles comme le pétrole. Donc d'ordinaire, je donne le cours en auditoire, mais parfois pour les étudiants, ça manque de visuel. Quand on parle de biomasse, parfois on ne sait pas du tout de quoi on parle. On voit bien les plantes dans nos jardins, mais dans la pratique, dans les laboratoires ou en industrie, ça ne ressemble pas à ça du tout. Et donc il y avait une vraie volonté de montrer ce que c'était la biomasse, de montrer les procédés qui sont utiles pour convertir cette biomasse et de montrer des produits finaux. Alors parfois on parle de bioplastique, etc. Tout le monde a l'impression de savoir ce qu'est un bioplastique, mais très peu de gens, et même nos étudiants, sont capables de désigner dans un environnement donné ce qui appartient aux ressources fossiles traditionnelles et des produits qui sont issus du végétal. Donc l'idée, c'était de donner un cours d'une manière différente, beaucoup plus visuelle et aussi adaptée aux exigences de nos étudiants qui aiment regarder YouTube, qui aiment regarder des vidéos et pour lesquels ce format est beaucoup plus adapté. Et justement, quelles ont été vos difficultés dans l'élaboration du MOOC ? Parce que c'est quand même une autre manière d'enseigner que ce que vous faites traditionnellement. Alors c'est une autre manière d'enseigner. La plus grosse difficulté, c'est aussi de définir le cadre dans lequel on veut travailler. La biomasse, c'est extrêmement large. Ça va de la sélection des matières premières, la caractérisation des matières premières. On peut voir des procédés, des réactions en laboratoire. Et la plus grosse difficulté, ça a été de définir une histoire de la matière première jusqu'au produit fini. En essayant de prendre quelques cas d'école, on n'a pas pu tout voir. Et donc c'était un peu ça la contrainte, c'était de savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est plutôt de l'ordre de l'anecdote et qu'est-ce qui est d'intérêt pour le futur de nos étudiants. Alors justement, en parlant d'étudiants, vous ne l'êtes plus vraiment, vous êtes doctorant maintenant, mais pour vous, quels sont les avantages pédagogiques d'un MOOC ? De ce que j'ai vu dans la conception du MOOC, et ça a été une des difficultés qu'on a rencontrées, je trouve, c'est la vulgarisation. En fait, les MOOC, je vois ça un petit peu comme une fenêtre, peut-être un petit peu plus vulgarisée pour aborder ça, et donc ça rendrait les cours un petit peu plus abordables pour moi. Puis à nouveau, comme M. Aubruge le dit, c'est un peu une évolution de l'enseignement. Le fait que ce soit accessible sur une plateforme en ligne, que ce soit sous format vidéo par exemple, ça change de juste le cours en auditoire. C'est peut-être une manière plus progressive et plus portable, entre guillemets, d'assister au cours. Puisque c'est une formation en ligne, donc ça permet à l'étudiant de suivre le cours même s'il est à l'autre bout du monde, donc sans avoir besoin de se déplacer. Et du coup, il peut le voir plusieurs fois et il peut l'adapter à son propre rythme. Justement, ça aussi, ça a des grands avantages des MOOC, vous en avez touché un mot tantôt, mais on pense aussi, par exemple, à l'Afrique, où parfois la mobilité, c'est un souci pour certains. Et le MOOC permet de venir combler justement ce problème de mobilité, puisque l'apprentissage peut se faire quasiment à domicile et aussi à la carte. Tout à fait, et ça s'adapte aussi aux outils que les Africains possèdent aussi. Par exemple, la tablette, le smartphone, sont des outils qui sont beaucoup plus diffusés même qu'un ordinateur, pour des raisons de batterie. Un ordinateur, il faut une prise, il faut une connexion électrique, une tablette ou un téléphone, ça permet. Donc, ce que nous développons pour le moment, ça permet aussi de rentrer dans une autre dynamique, comme on dit, où on peut aller rencontrer des étudiants à distance grâce à un cours qui se trouve au Nigeria, au Congo ou dans d'autres pays. Donc, ça, c'est vraiment un des avantages de ces méthodes. Et pour citer un exemple concret, par exemple, pour le MOOC d'histologie, les étudiants ont à disposition un microscope numérique, où là aussi, ça donne accès à pouvoir visionner des lamelles. Et on sait très bien qu'on n'a pas toujours accès en tant qu'étudiant à des microscopes et encore moins à des coupes particulières et originales. Alors ici, le MOOC, à qui s'adresse-t-il ? Alors, il s'adresse aux étudiants,
peu importe leur niveau. Donc on a essayé de le concevoir, comme l'a spécifié Thibaut, de la manière la plus vulgarisée possible. Donc vulgariser, ça ne veut pas dire qu'on a simplifié à l'extrême le vocabulaire, ça veut justement dire qu'on a redéfini toutes les notions pour que les apprenants aient une connaissance du vocabulaire précis de la science dans laquelle on évolue. On entend parfois parler de bioplastique. Bioplastique, ça ne veut rien dire si on ne redéfinit pas correctement ce qu'est un bioplastique. Idem pour le terme de biocarburant, on a redéfini à chaque fois les concepts de manière claire. Donc oui, c'est utile pour nos étudiants, alors peu importe leur niveau, mais c'est aussi utile pour le grand public ou pour des journalistes qui veulent se former à une science qui est en devenir, comme la biomasse, et pour lesquels il faut peut-être redéfinir le vocabulaire d'usage pour éviter toute confusion qui peut générer des prises de décision, par exemple, au niveau politique ou économique, qui ne seraient pas adaptées. Parce que ça aussi, parfois, quand on parle avec le grand public, on a souvent la question du financement de la recherche qui revient. Parfois, on entend des sommes faramineuses pour lesquelles le grand public s'interroge parfois. Est-ce que ce n'est pas justement l'occasion aussi, les MOOC, de permettre à l'université de rendre compte en partie de son financement et d'expliquer ce qu'on fait à l'université et son enseignement? Ça fait partie de la visibilité de l'université, ça c'est sûr. Mais aussi cette notion d'être accessible à d'autres, c'est un autre moyen d'être accessible. Je pense qu'on est à plus de 100 000 étudiants maintenant grâce au MOOC. Oui. Donc pour une université qui est déjà de taille respectable avec ses 23 24 000 étudiants, là on passe à une autre dimension. On parle à la centaine de mille, grâce à toute une série de démarches qu'on est en train de faire. Donc ça montre quand même que l'accessibilité, elle est là. On montre des choses. Alors dans le MOOC, vous rappelez une évidence, vous dites la chimie est partout, vous commencez un peu par ça. Et vous dites d'ailleurs, il est difficile d'envisager notre vie sans la chimie. Est-ce que vous pouvez expliquer cela plus simplement ? En fait, la chimie, c'est probablement une des sciences les plus anciennes. Et la chimie, elle a deux vocations. Elle a pour vocation d'assurer nos besoins, alors qu'ils soient énergétiques ou matériels, mais aussi d'améliorer nos conditions de vie. Et si on regarde autour de nous, on se rend vite compte que tout est manufacturé par la chimie, alors que ce soit nos vêtements, on a des fibres textiles qui viennent de l'industrie chimique, nos médicaments aussi sont issus de la chimie, nos aliments, nos plats préparés, tout ça c'est de la chimie, les carburants, nos voitures, tout ça aussi c'est de la chimie. Et donc on se rend compte qu'on ne peut plus concevoir notre vie sans la chimie. La société aimerait que l'on retire la chimie. On voit souvent des expressions sans chimie ou sans additifs chimiques sur les emballages. Mais en fait, c'est une confusion qui est née au sein du grand public. Et je pense que le MOOC a aussi pour vocation de démontrer que la chimie, c'est pas quelque chose de négatif quand elle est pratiquée dans des conditions sûres et de sécurité optimale. Ce n'est pas quelque chose qui pollue ou qui génère des toxicités alarmantes. Non, c'est quelque chose qui nous est utile. Alors c'est vrai que la chimie, elle est en train d'évoluer. On parle des ressources fossiles qui sont en train de s'appauvrir, par exemple. On parle du pétrole qui a une mauvaise presse, etc. Mais la chimie, ça fait des années qu'elle cherche des solutions. Et ces solutions, c'est par exemple l'usage de la biomasse. Et c'est ça qu'on a voulu démontrer, c'est que la chimie, ou ceux qui pratiquent la chimie, sont bien conscients des problématiques liées à leurs activités, mais qu'ils ont aussi réfléchi à des manières de compenser ou d'améliorer les inconvénients liés aux pratiques liées à la chimie. Alors vous venez de parler de biomasse justement, est-ce que vous pouvez un peu définir ce que c'est avant de plonger dans le cœur du MOOC ? Alors la biomasse c'est quelque chose de très compliqué, ça veut dire, si on prend le mot, ça veut dire masse biologique. Donc ça correspond en fait aux végétaux. Alors c'est les arbres, les feuilles, c'est aussi les insectes, les déchets organiques, tout ça c'est de la biomasse. Nous aussi, nous sommes de la biomasse si on se base sur la définition du mot biomasse en général. Mais dans le langage courant, quand c'est associé à la chimie, la biomasse elle fait plutôt référence aux ressources renouvelables. Alors c'est vrai que c'est le végétal, mais ça peut être aussi le CO2, l'oxygène, les insectes, certains déchets organiques. Donc ce que l'on voit dans le MOOC, c'est justement la définition de la biomasse en lien avec les activités de la chimie.
Alors vous parlez aussi de chimie verte justement, vous parlez de 12 principes, alors je ne vais pas vous demander de les expliquer tous, pour ça vous n'avez qu'à suivre le MOOC. Est-ce que vous pouvez un peu parler de quoi il s'agit? Alors, Expliquer, pardon. c'est 12 principes qui en fait dictent les bonnes pratiques quand on veut réaliser de la chimie dans des conditions de sécurité optimales. Et donc ces 12 principes, ils nous invitent par exemple à diminuer l'usage des solvants dans nos pratiques générales. Pourquoi? Parce qu'on sait que certains solvants polluent ou sont toxiques ou émettent, je ne sais pas moi, des vapeurs qui sont par exemple problématiques pour les opérateurs sur un site de production industrielle. Et dans ces 12 principes, il y a aussi utiliser la biomasse en complément ou en substitut aux ressources fossiles. Donc ces 12 principes, en fait, ils servent aux industriels, ils servent aux chercheurs à essayer de dessiner des voies de production qui sont un peu plus respectueuses des conditions de sécurité, mais aussi de l'environnement. Il y a un peu d'histoire aussi dans le MOOC, puisque par moment, vous rappelez le contexte historique avec les embargos qui ont fait évoluer justement les pratiques et les recherches. Par exemple, dans les années 70, on le sait, il y a eu des chocs pétroliers qui ont fait grimper le prix des ressources fossiles, dont le pétrole. Et ce qu'ont fait les industriels, ils ont essayé de chercher des ressources qui étaient plus compétitives d'un point de vue du prix. Et dans ces ressources, il y a eu la biomasse. Et il y a par exemple certains plastiques qui datent de ces années 70, comme le nylon 11, qui sont un des plastiques que l'on utilise encore aujourd'hui. Alors certes, il est produit au départ de la biomasse, mais on s'est rendu compte que ce plastique, il était extrêmement intéressant parce qu'il avait des propriétés uniques qui ne pouvaient pas encore être obtenues au départ de matériaux manufacturés au départ du pétrole. Alors, un des grands freins peut-être pour vos recherches, c'est justement la différence de composition des molécules. Comment est-ce que vous arrivez à combattre un peu et à essayer d'isoler les molécules qui vous plaisent le plus pour vos recherches et qui seraient les plus utiles surtout? Pour choisir les molécules, il faut aussi choisir le secteur que l'on veut ou l'application que l'on veut viser. Par exemple, quand on va viser une application de biocarburant, on ne va pas cibler les mêmes molécules que si on visait par exemple la manufacture d'un nouveau plastique. Donc ce sont deux choses différentes. Pour savoir sur quelle molécule il faut travailler, il faut d'abord connaître l'application sur laquelle on veut développer nos activités. Et donc ce que l'on fait, c'est souvent remonter la chaîne. C'est au départ de l'application, c'est quelle molécules doivent être utilisées et donc on sait dans quelle biomasse aller les chercher. Et donc ça, c'est une spécificité de l'Université de Liège, c'est de travailler à l'envers, de travailler sur base de la molécule et non pas au départ de la biomasse. Il y a beaucoup d'acteurs, alors soit des acteurs qui sont issus du monde socio-économique, soit du monde politique, qui plutôt nous invitent à faire l'inverse, à raisonner sur la biomasse et puis d'essayer de trouver des applications. Pour un scientifique, c'est pas du tout l'option qui est préconisée. Pour nous, on va d'abord viser la molécule et donc on va remonter la chaîne de valeur jusqu'à la biomasse. Et justement, alors, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. On va couper. Oui, c'est pas... Non, on va pas couper. Très bien. C'est pas grave, on le garde alors. C'est une question qui s'adresse à tous. Est-ce que vous, en tant que chercheur, vous avez vu évoluer vos pratiques, vos recherches justement en fonction du politique et en fonction des demandes politiques et des normes à respecter? Est-ce que l'évolution des recherches viennent de là ou pour formuler ma question autrement, est-ce que la recherche aurait pris le chemin dans lequel elle est maintenant si il n'y avait pas des normes à respecter au point de vue politique, etc. pour lutter contre le réchauffement climatique? Est-ce que ce sont vraiment les normes qui poussent les chercheurs à chercher? Je pense qu'ils ont des questionnements et ça recoupe de plus en plus, disons, que l'université est en lien avec la société. Et donc, de plus en plus, les questions que les chercheurs se posent sont en lien avec les questions que les citoyens se posent. Le politique est un des acteurs, mais ce n'est pas nécessairement le monde politique qui drive la recherche qui se fait dans une université. Il y a parfois quelques liens pour répondre à des questions bien précises. Ça, je crois que c'est notre rôle aussi de service à la communauté, mais les vrais... la recherche, c'est d'abord c'est ce qui se passe dans la tête d'un chercheur et ce sont ses idées qui sont d'abord mises en avant. C'est sa liberté. Et c'est ça qui fait l'originalité d'une université. C'est cette liberté de produire des choses, de produire de la connaissance qui
Et c'est bien, et de plus en plus en lien avec des faits de société, avec des sujets qui touchent les citoyens. Ben, on le voit par exemple, la chimie verte, elle date des années 90, donc on n'a pas attendu les polémiques sur le réchauffement climatique pour se mettre à l'œuvre. En fait, les chercheurs étaient bien conscients des problématiques bien avant la société parfois. Et c'est ça un petit peu le métier de chercheur, c'est d'être capable de poser ses propres jugements et d'anticiper aussi des questionnements qui seraient issus de la société. Si on vient sur la problématique, on prend dans l'histoire, les premiers faits de détection de DDT dans les oiseaux, c'est ce que j'allais dire, oui. sont des chercheurs. Oui. C'est pas le citoyen qui a mis en évidence ça, hein. C'est pas le monde politique. C'est d'abord le chercheur qui a pointé du doigt, et puis après c'est enclenché toute une série de choses. Pour le faire l'acceptation, entendre, tous ces processus. Peut-être que tout ça va plus vite maintenant, mais bon, la recherche, c'est ça l'originalité, c'est qu'il y a des choses qui sont pointées parce que un chercheur à un moment a voulu tester la présence d'une molécule dans des œufs. Pourquoi il a fait ça? Ben voilà, c'est sa démarche, et ça porte ses fruits, ça met en évidence certains faits. Donc, par exemple, la recherche tombe sur une info intéressante ou un problème. Ce problème arrive dans l'opinion publique, au niveau politique. Là, il y a des décisions, des normes qui viennent en place. Et puis, il y a à nouveau tout un pan de recherche qui est favorisé par ces politiques ou l'opinion publique pour essayer de trouver des solutions. Un exemple auquel je pensais, c'était par exemple le trou dans la couche d'ozone, avec tous les fréons qui étaient libérés. Ça a été sans doute mis en évidence par la recherche, et puis des mesures ou des normes ont été posées. Et petit à petit, ça a été corrigé aussi avec de la recherche et ces normes par la suite. Mais c'est vrai que ces dernières années, il y a une prise de conscience d'évoluer vers un environnement plus sain et tout. Et du coup, on voit même les industries, ils ont une tendance, par exemple, les industries pour les plastiques, donc ils ont tendance maintenant de fabriquer du bioplastique. Il y a, par exemple, le transport aérien ou même terrestre, par exemple, utiliser du biocarburant ou biokérosène. Donc, je trouve que cela, quand même, ça pousse un peu les chercheurs de se focaliser sur cette thématique. Et justement, on va un peu se concentrer sur vous maintenant. Donc, je rappelle que vous êtes doctorant. Et est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer vos recherches et justement le rôle de la biomasse dans la lutte contre le réchauffement climatique? Tout d'abord, déjà, la biomasse végétale, au début, déjà, elle capte le CO2 pour la photosynthèse. Et du coup, elle stocke le CO2. Et après, au lieu de juste jeter cette biomasse, on les valorise. Du coup, ça lutte contre le réchauffement climatique. Stock de carbone, en fait. Ça rejoint un peu certaines recherches qu'on fait au laboratoire. Par exemple, si on veut faire des matériaux avec de la biomasse, donc par exemple ici une plante ou un arbre, l'idée c'est que l'arbre, comme l'a dit Marois, a capté du CO2 et a stocké ce carbone sous forme des sucres qu'il constitue. Et nous, on va utiliser ces sucres ou ces fibres pour faire des matériaux intéressants. Et ça peut même être, par exemple, ça existe déjà, tout ça, un meuble, par exemple, quelque part, c'est un stock de carbone. Donc si on choisit de faire des plastiques avec des végétaux et qu'on peut évidemment ne pas libérer ces plastiques mais avoir un processus de recyclage intelligent derrière, on maintient en quelque sorte du carbone fixé en tant que matériau plutôt que libéré dans l'atmosphère. Est-ce que vous pouvez expliquer le projet de vos thèses? Donc par exemple, moi, j'essaye de transformer des sucres issus de différents végétaux en plastique et je travaille sur le procédé. Donc on a abordé les principes la notion de chimie verte. Et donc on essaye de mettre au point des procédés qui sont à température réduite, qui sont les plus efficaces possibles, et avec le moins de toxicité. Par exemple, on évite le développement de pression, on essaye de faire des procédés pour travailler à pression atmosphérique. Ça demande moins d'énergie aussi? C'est beaucoup de challenges, mais oui, on essaye, puisqu'on doit moins chauffer et pas mettre de réacteurs complètement fermés, par exemple, ou pas lutter contre la pression qui sera développée, ça peut consommer moins d'énergie. Donc moi, mes recherches portent sur l'extraction des molécules à partir des biomasses d'origine méditerranéenne, parce que là-bas, il n'y a pas vraiment la culture de valoriser les biomasses. Donc il y a plein de biomasses végétaux qui ne sont pas valorisées. Et du coup, après, j'essaie de voir des pistes de valorisation
Ça dépend des molécules, parce qu'il y a des molécules qui visent vraiment tout ce qui est carburant, et il y a d'autres molécules qu'on peut les utiliser dans les cosmétiques, par exemple. Merci. Alors, on va revenir un peu avec vous, Rico Bruges. Dans le MOOC, vous avez un entretien avec Aurore Richel. Vous parlez un peu des insectes. C'est une biomasse aussi importante. Ah, c'est une biomasse d'avenir. Quand on voit ce qui est en train de se développer, notamment en France et bientôt en Belgique, du reste, c'est vraiment le positionnement d'une nouvelle industrie pour être une alternative à toute une série d'autres productions qui sont coûteuses au niveau environnemental, parce que l'insecte est vraiment un concentrateur de protéines qui est beaucoup plus, moins dommageable, en tout cas, moins d'impact au niveau environnemental. Donc, le positionner comme étant une ressource alimentaire, notamment pour des animaux, des poissons, des poulets, est quelque chose qui est éminemment intéressant et qui se développe très, très bien pour le moment. Vous faites des liens aussi avec la médecine? On fait des liens parce que dans les insectes, il y a aussi les molécules. Un des derniers prix Nobel, qui est notre collègue Hoffman de Strasbourg, a mis en évidence de nouveaux antimicrobiens, d'une nouvelle famille qui est issue de mouches. Donc c'est un potentiel énorme, à la fois au niveau des molécules, à la fois de la stratégie alimentaire. Vous parlez aussi de l'exemple d'une chèvre transgénique. Oui, une chèvre transgénique qui produit des protéines d'araignées. Ces protéines d'araignées sont les protéines qui sont responsables des soies et des toiles d'araignée, qui sont notamment utilisées pour la protection, les gilets pare-balles ou d'autres types de tissus, ou dans l'aéronautique. Donc ça ouvre aussi l'exploitation de la biodiversité au niveau des molécules, ouvre aussi le champ sur des fonctions et la découverte de nouveaux matériaux. Alors, il y a peut-être des amateurs de pêche qui nous regardent. On porte une importance aussi sur les vers de farine. C'est lié aux insectes, puisque le ver de farine, c'est un insecte et on les produit. Pourquoi en particulier, je vais dire, le ver de farine Le ver de farine, on peut le caractériser, c'est une boîte de conserve, en fait, dans laquelle vous avez toute une série d'ingrédients et beaucoup d'huile, des omégas, très bon pour la santé. Le poisson, quand il a ça à sa disposition, c'est un mets qu'il aime. Donc c'est vraiment un mets de choix pour le poisson, donc la pêche, oui, si on parle de la pêche. Alors, vous parlez aussi de la valorisation des fichiers industriels. Est-ce que c'est une richesse qui était sous-estimée? Est-ce qu'on peut dire que c'est sous-estimé? Non. En fait, la friche industrielle, c'est vraiment, ce sont des espaces qui sont très proches de l'homme, puisqu'elles sont issues de l'activité industrielle. Donc, nous, on est vraiment dans une période qu'on peut appeler post-industrielle dans certains cas, et la région liégeoise en est. On compte en centaines d'hectares les friches dans la région liégeoise. Je pense qu'on est à près de 1700 hectares, rien que sur le Grand Liège. Donc, c'est énorme. Sur la Wallonie, on doit être à plus de 10 000 hectares. Donc, c'est quand même des espaces qui sont souvent très bien situés. Au niveau logistique, tout près des routes, tout près des voies fluviales, donc très, très accessible et oublié dans certains cas. Il y a eu un passé glorieux et puis après une perte d'emploi, un arrêt d'une usine. Et donc, au niveau social, ça a beaucoup d'impact puisqu'il y a toute l'histoire qui reste et puis il n'y a plus d'activité. Et donc, il faut savoir se réapproprier ces friches. Alors, il y a tout plein de mesures au niveau environnemental qui sont prises par les administrations, les gouvernements, avec des processus de réhabilitation, de dépollution, parce qu'elles ne sont pas toutes polluées. On a aussi une mauvaise image des friches. C'est que quand on dit friche, on parle tout de suite de pollution, mais ce n'est pas nécessairement des endroits qui sont pollués. Peut-être un petit peu, peut-être pas du tout, peut-être beaucoup aussi, mais on ne peut pas généraliser. Donc, on a là devant soi des espaces qui sont oubliés et qu'il faut se réapproprier. Et donc, il y a moyen de se les réapproprier petit à petit en y mettant
en tout cas des processus un peu nouveaux, comme l'agriculture urbaine, qui se développe énormément pour le moment dans nos villes. C'est aussi un moyen de rentrer dans ces friches en utilisant des méthodes comme l'hydroponie, l'aquaponie, l'aéroponie. Pourquoi ? Pour éviter d'être en contact avec un sol qui peut être pollué, pour éviter aussi de pérenniser une activité, parce que c'est une phase transitoire. Il faut savoir valoriser cette terre beaucoup mieux, mais dans un premier temps, peut-être la coloniser avec un peu de culture, venir dans cette culture, discuter. L'agriculture urbaine, par exemple, c'est une méthode très efficace au niveau du social, parce qu'il y a de l'écologie, il y a des gens, des personnes qui viennent, qui partagent des choses, c'est un lieu de contact. Donc tout ça, c'est se réapproprier des endroits, des lieux comme les friches industrielles. Et tout ceci entre dans le cadre d'un projet qui s'appelle Verdir. Verdir, qui existe depuis 2013 maintenant. Il y a pas mal de chercheurs, il y a une vingtaine de chercheurs actuellement qui travaillent sur le sujet grâce à des fonds structurels européens pour l'instant, mais on réfléchit déjà à aller beaucoup plus loin, à essayer de coloniser des friches, notamment les anciennes manufactures des ASEC, où il y a toute une série de choses qui sont en train de se mettre en place. Merci pour ces explications. Alors maintenant, on va aborder une autre interview qui est dans le MOOC aussi. Vous avez un peu discuté avec Damien Ernst au sujet des biocarburants. Alors pour lui, la seule exploitation rentable serait dans le kérosène. Le reste semblerait un peu une ineptie. Quelles sont vos réactions par rapport à ça ? Alors, Damien Ernst mentionne même le kérosène vert. Et donc, tout à l'heure, on a dit que le MOOC, c'était aussi une manière de bien spécifier le vocabulaire d'usage. Et donc, quand on dit kérosène vert, pour des spécialistes comme nous, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on ne sait pas à quoi fait référence le terme vert qui est accolé au kérosène. Est-ce que ça veut dire qu'il est produit au départ d'une plante et donc les plantes, elles sont vertes et donc vert, ça veut dire biomasse? Ou est-ce que c'est le procédé qui dégage moins de gaz à effet de serre, un peu comme dans le cas de la thèse de Thibault? Ou bien est-ce que c'est le kérosène qui, dans sa phase d'utilisation, donc dans un avion, génère moins de gaz à effet de serre? Ici, ce n'est pas spécifié du tout. Donc, ce que mentionne notre collègue, en fait, ce kérosène vert, sont en fait des hydrocarbures. Donc, c'est exactement les mêmes que ceux qui sont manufacturés par le raffinage pétrochimique conventionnel. Et donc, c'est une problématique aussi dans l'usage, puisqu'un kérosène hydrocarboné génère du CO2. Alors, peu importe s'il vient de la biomasse ou s'il vient du pétrole, ça reste le même produit. Et donc, la fin de vie de la matière reste la même. Et donc, c'est ça un peu qui fait naître la confusion aussi auprès du grand public, qui se dit, tiens, les scientifiques ont réfléchi à une bonne option, mais en fait, cette option, peu importe qu'elle vienne de la biomasse, le résultat reste le même sur le long terme et sur l'environnement. Donc, nous prévoyons plutôt dans nos options de biomasse que ce qui est intéressant, c'est de produire surtout des carburants pour le transport routier. Pourquoi ? Parce que c'est probablement ce qui génère le plus de pollution. Si on regarde les produits qui sortent d'une industrie chimique, plus de 50% sont destinés au transport routier. Alors c'est les voitures d'une part, c'est aussi les camions. Et donc on parle de produits majoritairement, c'est l'essence et c'est le diesel qui sont tous les deux des molécules qui sont probablement problématiques. Quand on parle de biocarburants, il y a moyen de faire autre chose que des hydrocarbures. Il y a moyen de faire des molécules qui sont différentes et donc qui ne génèrent pas lors des phases d'usage les mêmes effets négatifs que ceux qui sont liés aux hydrocarbures. Et c'est plutôt sur ces thématiques que nous prévoyons de travailler. Alors c'est travailler au départ de la biomasse, c'est générer du bioéthanol, c'est ce que l'on voit dans les différentes capsules du MOOC. Alors on parle de bioéthanol de seconde génération puisqu'il ne rentre plus en compétition avec les terres arables qui sont destinées à l'agriculture. On mentionne aussi les microalgues qui sont aussi une biomasse que l'on voit peu et qui est pourtant une des matières qui permettrait de faire ces nouveaux carburants qui ont un moindre impact alors sur leur environnement dans les phases d'usage.
Et donc c'est un peu ça la thématique. Pour moi, ce n'est pas tellement le kérosène qui est problématique, c'est plutôt tout ce qui est lié au transport de manière générale et au transport routier. Alors on parle de nos pays, ça c'est vrai, mais on parle aussi des pays émergents ou des pays en développement. Là, le nombre de voitures et de camions est en train d'exploser. Et donc il ne faut pas oublier aussi que nos solutions technologiques, elles ne doivent pas nous servir qu'à nous, elles doivent aussi servir aux pays en développement ou aux pays émergents dont la population ne cesse d'augmenter. C'est vrai que la problématique est mondiale et parfois on a un peu l'impression qu'on est un peu le nombril du monde et qu'il y a à la rigueur une grande sphère qui monte jusqu'au-delà de l'atmosphère et qu'on n'est qu'entre nous, mais que finalement le problème il est mondial et les véhicules qu'on n'utilise plus ici sont généralement envoyés en Afrique souvent et ça pollue ailleurs et cette terre-là finit toujours par revenir par ici. Donc et c'est ça un petit peu l'erreur quand on traite de la biomasse. On a toujours l'impression qu'il faut l'envisager au niveau territorial, donc dans notre région, en Wallonie. Mais en fait, c'est une erreur. Il faut plutôt envisager ça d'une manière globale. Et ce qui marche pour, par exemple, notre région n'est pas transposable au cas de la France et inversement. Donc la biomasse, ça doit plutôt se voir d'une manière globale et mondiale. Et il faut réfléchir autrement que pour notre région. Peut-être aussi une période de transition, tout ça. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui vont arriver pour ce problème du secteur des transports et le dégagement de CO2. Maintenant, je pense que c'est bien de toujours jouer sur plusieurs voies en parallèle, en fait. La transition ne va pas se faire du jour au lendemain, par exemple, à l'électrique. Il faudra certainement supplémenter. C'est toujours c'est même la problématique du réchauffement climatique, c'est un peu comme ça aussi. Il y a souvent des avis forts tranchés, alors que c'est un problème complexe et que les solutions sont généralement multiples. Il faudra jouer sur plein d'énergie ou de sources d'énergie différentes, en fait. Est-ce qu'il faut toujours investir encore quand même dans les moteurs thermiques plutôt que de se concentrer uniquement sur l'électrique qui pourrait avoir des répercussions peut-être dans quelques années? On n'a pas encore assez de recul. À nouveau, je ne suis pas un spécialiste du moteur électrique, mais je pense qu'à terme, l'électrique va certainement prendre une place dominante, mais pour le moment, par exemple, il y a toujours un problème. Ce n'est pas parce que la voiture est électrique qu'elle ne génère pas de CO2, entre guillemets. L'énergie, elle peut être produite localement selon... il y avait le nucléaire, il y a peut-être les énergies renouvelables, comme l'hydraulique, mais il y a encore beaucoup de centrales qui utilisent les énergies fossiles. Et si c'est cette énergie-là qui est utilisée pour alimenter la voiture, on a à nouveau déplacé le problème. Donc il y a de toute façon un problème à ranger. Je pense que l'apparition de l'électrique, c'est vraiment intéressant et novateur. Ça va certainement prendre de l'importance à l'avenir. Mais on a encore beaucoup de progrès en termes de production d'énergie. Et justement, on voit que les recherches évoluent assez rapidement. Et vous avez interviewé pas mal de vos étudiants, quelques-uns. Ce sont quand même les chercheurs de demain. Et on peut dire une chose, c'est quand même qu'on peut être optimiste au regard de leurs réponses et de leur motivation. Mais je pense qu'ils étaient motivés. Ils avaient parfois un avis naïf sur certaines questions, mais ils étaient assez optimistes et on voyait qu'ils essayaient de trouver des solutions, surtout à leur échelle, pour lutter contre des problématiques environnementales, etc. Et je pense que le MOOC va leur donner justement une vision un peu plus globale et un peu moins centrée sur leur environnement direct. Alors, vous avez créé une page Twitter pour le MOOC, vous pouvez la rappeler? Donc, c'est MOOC-biomasse. Donc, c'est une page Twitter dans laquelle on va relayer les informations qui sont liées au MOOC, aux vidéos qui sont mentionnées et aussi on relaie des actualités en lien avec la biomasse. Bien, merci beaucoup pour vos interventions et vos éclaircissements. Quant à vous, je vous invite à rejoindre la plateforme funmooc.fr pour suivre tous les MOOC développés par l'Université de Liège, dont celui de biomasse. À bientôt.